Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Mal du siècle et fléau de nos sociétés modernes, le burn-out guette chacun d'entre nous. Entre famille, métro, boulot, dodo et responsabilité, il est toujours un moment de nos vies où la fatigue physique et ou morale finit par nous rattraper, une souffrance réelle qu'il est pourtant possible de décrypter. Cathy Assenheim, bonjour, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie. Au fil des années, la compréhension de l'anxiété, des troubles du sommeil, des kilos émotionnels et donc plus globalement du burn-out sont devenus votre spécialité. Votre approche est concrète, axée sur le présent et orientée solutions, et vos outils, des techniques de bien-être comme la cohérence cardiaque, la kinésiologie, la programmation neurolinguistique ou encore la relaxation et la libération émotionnelle avec l'EFT. Vous êtes également l'auteur du livre « Mon cerveau est hyper, haut potentiel et hypersensibilité » ainsi que d'un second livre « Je suis épuisé ». Anxiété, surmenage, burn-out, comment reprendre le contrôle ? Cathy Assenheim, vous venez nous parler de la fatigue et nous proposer des solutions simples, pratiques et concrètes pour s'en sortir, pour dire adieu à la fatigue et jouir enfin d'une liberté nouvelle, mais également de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? Alors déjà, bonjour à tous. Alors comment j'occupe mon temps? De manière extrêmement active, parce que je suis ce qu'on appelle un bulldozer, c'est-à-dire que quand je n'agis pas, je pense, et quand je ne pense pas, j'agis. Ce qui caractérise pas mal en fait de traits de caractère et de fonctionnement, parce que c'est vrai que c'est un fonctionnement cérébral. Et même si on peut soulever des montagnes quand on est intéressé ou passionné, c'est mon cas, je suis intéressée et passionnée par énormément de choses. On en devient des candidats types aussi au contre-coup qui est en fait la fatigue chronique ou tous ces stades en fait jusqu'à l'épuisement. Donc voilà, donc je fais plein de choses, je m'intéresse à plein de choses en fonction de ce qui se présente, en fonction de ce que mon cerveau détecte pour pouvoir réfléchir ou agir. Donc voilà, et puis je suis maman aussi qui pour le côté humain m'occupe beaucoup parce que je tiens à être très présente pour mon loulou. Et donc voilà, donc je me partage entre le privé, le professionnel et les deux sont liés en fait. Est-ce qu'il y a un défi, un obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel ou encore perçu, que vous ayez rencontré, qui a fait que vous faites ce que vous faites aujourd'hui, que vous mettez un coup de projecteur sur toutes ces thématiques de fatigue, d'épuisement, et que vous l'apportez aux autres ? Alors, il y a eu 2 grands événements, en fait, qui ont participé à ce que je suis aujourd'hui. Alors, je suis très positive, donc je vais parler de défis. Le premier, en fait, c'est une carrière professionnelle, d'ailleurs à Paris, puisque même si je suis belge, j'ai travaillé là-bas aussi, donc extrêmement prenante, avec beaucoup de visibilité dans une grosse structure, où je me suis donnée à fond, mais où je me suis un peu oubliée dans mon côté personnel, justement, dans cette course à la réussite, qui a fait que j'ai vécu un épuisement. Donc là maintenant c'est il y a 15 ans, mais donc je l'ai vécu vraiment de fond en comble. Je m'en suis remise et puis il y a eu un deuxième magnifique moment, mais qui a été un défi aussi, c'est le fait que je sois devenue maman, où c'était pas par hasard d'ailleurs que j'ai eu l'épuisement, ça c'est très important aussi, c'est une façon de pouvoir rebondir et de mettre ses priorités ailleurs. Et c'est vrai que ça a été un défi, là c'est un défi plus quotidien par rapport en tout cas au stress qui fait aussi la problématique de l'épuisement, c'est que voilà, indépendamment de tout le bonheur, j'ai encore été plus alerte par rapport à tout ce qui pouvait se passer dans des scénarios d'anticipation divers et variés. Et c'est vrai qu'être parent, c'est formidable, mais c'est aussi en fait des sources d'anxiété pour bien faire, pour mieux faire, pour tout gérer. Donc pour moi, c'est les 2 grands défis personnels qui ont fait aussi, qui ont motivé mon développement professionnel. C'est vrai que pour l'épuisement, qui est ma première spécialité, que je travaille depuis 20 ans, j'ai vraiment voulu sortir du côté psy parce que j'ai vécu moi-même le fait que ce qu'il y a surtout, c'est qu'on n'a plus aucune énergie, on est une loque, comme je dis. Et donc, j'ai eu la chance à ce moment-là, dans mon activité de psy que j'avais déjà commencé, de travailler dans un centre de médecine fonctionnelle. Et donc, j'ai appris vraiment tout ce lien physiologique entre la tête et le corps et je l'ai creusé par rapport à l'épuisement et ça a vraiment fait une partie de mon approche qui a fait mon originalité, c'est de considérer que l'épuisement, c'est avant tout physiologique. Et le fait d'être maman, j'ai creusé beaucoup plus la cause en fait de l'épuisement qui est le stress, l'anxiété et tous les moyens en fait de pouvoir le gérer.
tout en essayant de ne pas trop déteindre son entourage en fait et de rester positive et voilà. Donc c'est vraiment ce qui fait en tout cas mon approche maintenant, c'est cette approche globale, très concrète aussi comme vous le disiez. Je sais de quoi je parle à titre privé aussi, même si mes formations me permettent de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est vrai que j'ai vraiment axé aussi ce côté neuropsy parce que ça c'est important. J'ai beaucoup d'outils, je suis très ouverte à plein de choses par rapport au bien-être, mais j'ai cette formation scientifique et neuroscientifique qui fait que j'essaie toujours de comprendre aussi par rapport au cerveau qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que l'épuisement? Mhm. Comment est-ce qu'on peut le définir? Est-ce qu'il se manifeste d'une manière particulière? Est-ce qu'il y a différents degrés dans l'épuisement ou la fatigue? Et si oui, quels sont-ils? On peut parler d'épuisement en termes de cause ou de conséquences. Donc, on va parler d'abord de quand on le vit, si on doit donner une définition. L'épuisement, en fait, c'est un dérèglement nerveux et hormonal qui fait qu'on n'a plus de ressources physiologiques pour fonctionner et s'adapter au quotidien. Après, la cause, c'est toute une série en fait déclencheurs et ils sont variés. Ça, on y reviendra certainement, mais ce n'est pas que le professionnel qui implique en fait une surcharge d'adaptation au niveau physiologique. Donc, il faut savoir que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, un danger ou quelque chose auquel on doit s'adapter, on a une réaction qu'on a tous, en fait, qui est la réaction physiologique de stress. Pour comprendre l'épuisement, il faut partir du stress et qui nous permet de nous adapter. C'est très positif. C'est un moteur à réagir. Quand ce moteur est tout le temps sollicité, quand l'adaptation est tout le temps sollicitée, ben, ça nous bouffe beaucoup d'énergie. Et à un moment donné, en fait, ben, ce processus, cette mécanique physiologique devient inadéquate. Et là, on tombe, en fait, dans ce qu'on appelle d'abord le stress pathologique, le stress chronique, et puis si ça perdure, on a de moins en moins de ressources, on va tomber dans l'épuisement, et le stade ultime dont tout le monde parle, mais qui n'est que le stade ultime, c'est le burn-out où il n'y a plus aucune ressource. Mais donc, en effet, il y a un processus très clair, avec une série de symptômes clairement identifiables, des dérèglements en fait nerveux et hormonaux clairement identifiables et qui expliquent en fait des symptômes. Et donc, c'est un processus sur la durée dû à une surcharge d'adaptation sur la durée qui a raison de nos ressources, si on doit résumer en fait de Hmm. manière. Et puis il y a un autre angle, il me semble, en tout cas il y a d'autres termes consacrés, on parle d'anxiété, de surmenage, de burn-out, parce que là aussi on a une chronologie, enfin une montée en puissance du stress. Et quelle est la différence entre ces trois termes? Dans ce processus, il y a différents termes qui sont utilisés. Donc, il faut comprendre qu'au niveau nerveux, on a en fait un système nerveux de la réactivité, c'est un accélérateur, et un frein qui est le système nerveux de la récupération. Quand on est dans la première étape qui s'appelle stress chronique, surmenage, c'est la même chose. On a notre accélérateur qui est cette réaction de stress en fait qui est tout à fait normale, qui s'intensifie parce qu'on a beaucoup de déclencheurs. Et donc on a une béquille nerveuse qui se met en place pour tenir debout. C'est le premier stade avec toute une série de symptômes que je peux vous développer après. Quand ça dure et que cet accélérateur est tout le temps sollicité, à un moment donné, en fait, la récupération, notre frein, commence à peiner. Ça, c'est le deuxième stade qu'on appelle l'épuisement en tant que tel. Là, il n'y a qu'un terme. OK? Donc, c'est qu'on commence à avoir toujours cet emballement nerveux pour tenir, mais à ne plus pouvoir récupérer avec des problèmes de sommeil divers et variés. Et le dernier stade, qu'on appelle le burn-out total ou global, en fait, qui est le stade ultime, c'est quand et l'accélérateur et la récupération ne fonctionnent plus et donc on ne sait plus du tout s'adapter, on n'a plus de ressources. Et voilà. L'anxiété dont vous parlez, c'est dans le premier stade en fait qu'on appelle le stress chronique, c'est que donc cet emballement nerveux en fait pour tenir debout, quand il est trop fort, va donner des symptômes en fait nerveux, c'est-à-dire palpitations, oppression, sentiment en fait de ne plus savoir bien respirer, pensée qui tourne en rumination, et ça c'est en fait l'anxiété. Donc l'anxiété, c'est en fait un stress pathologique, on va appeler ça comme ça, dans les premiers stades, ce qui traduit en fait un emballement nerveux. Ça peut être très impressionnant, mais on n'en meurt pas. C'est vraiment en fait un emballement nerveux. Et au plus, je veux dire, cet emballement nerveux dure, au plus l'anxiété va s'intensifier, se cumuler, et ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça qu'en fait la récupération à un moment donné peine. Et puis, il y a ce monde qui est si souvent gouverné par la performance et les injonctions perpétuelles au bonheur et à la perfection. Et dans ce contexte, on doit faire avec nos fragilités, mais parfois aussi, on y laisse toute notre énergie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pour vous, l'énergie, c'est quoi? La première chose avant l'énergie, ce que ça m'inspire, c'est ce que j'évoquais au début, c'est ce mode bulldozer, c'est-à-dire ce fonctionnement à l'objectif qu'on a tous et que la société en fait encourage actuellement, avec il faut, je dois, si je ne le fais pas, etc. Donc qui nous tire en fait dans tout notre mécanisme d'adaptation. Ce qu'il y a, c'est que parfois, à force de regarder devant, mais on regarde pas sur le côté. Et sur le côté, en fait, il y a nos ressources qu'on peut traduire par l'énergie, qu'elle soit mentale ou physique. Bon, mais sa ressource, elle peine à force de tout le temps fonctionner avec le il faut, je dois, on s'oublie.
on oublie nos besoins, qu'ils soient psychiques ou physiologiques. Je reviens à chaque fois sur cette notion-là aussi. Et c'est comme ça qu'en fait, le stress chronique ou l'épuisement pointe son nez. Mais donc, ça m'évoque tout ça. C'est ce mode bulldozer, comme je l'appelle, et dans tous mes ouvrages où mes patients connaissent ce terme, à coup de il faut, je dois et de pression externe. Et la société est comme ça. Elle a plein de belles choses, mais elle a aussi des choses à ce niveau-là plus compliquées à gérer et qui ont raison, en fait, de nos ressources parce qu'on ne regarde pas assez sur le côté en se disant, tiens, là, j'en fais un peu trop, j'ai besoin de faire une micro-pause, ou là, j'en fais trop, j'ai besoin de ceci, ou j'ai des symptômes, je les vois même pas parce que je me dis, OK, c'est pas grave, ça va passer, il faut, je dois, et on recommence dans ce mode bulldozer. C'est toujours l'expression d'un dérèglement physiologique avant tout, c'est-à-dire d'un dérèglement de nos ressources nerveuses et hormonales. Est-ce qu'il y a une personnalité ou une célébrité qui a expérimenté une forme de fatigue vraiment extrême et qui a su le transformer en fait cette situation et sa vie qui vous inspire particulièrement? Alors, des personnalités, ceux qui sont arrivés à le transformer, en général, on n'en a pas parlé. Donc, je veux dire, il y en a une qui, comme ça, me vient en tête quand vous en parlez, c'est Stromae. Mais alors, pas pour le côté transformé, on va Ouais, dire, lui, en fait, on voit qu'il a été pris aussi parce que c'est il faut ouais. c'est pas toujours nous, c'est parfois aussi les instances externes, comme on les appelle, qui nous les imposent. Je pense que lui, en fait, il a été très, très loin dans ses limites, il faut, je dois, et dans aussi le fait qu'il était porté par cette réussite. Il a déjà eu un couac en fait d'épuisement et il a pris le temps de se poser. Alors maintenant, est-ce qu'il a Il pris en en... revient actuellement d'ailleurs, je crois. Oui, oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il a pris en charge le physiologique? Parce que c'est souvent ça aussi, hein. Moi, j'ai des patients qui me disent, je me suis posée, mais en fait, ils n'ont pas fait de bilan pour voir l'état de leurs ressources. Donc, OK, il faut une espèce de petite bulle psychologique, mais rien en fait sur le fond. Lui, il a pris une pause, je ne sais pas ce qu'il y a fait. Il est revenu et là, il a de nouveau une rechute. Et je veux dire, on voit qu'à chaque fois, il va trop loin. Donc ça, c'est ce que ça m'évoque. Après, je vais vous faire un truc bateau, mais que je trouve qui est tellement vrai, c'est que des personnalités, j'en ai plein, j'en vois tout le temps en consultation et tous les patients que je vois, j'ai énormément d'exemples de gens qui justement ont, ok, eu un moment où ils se sont écroulés, ils ont en fait pris et leur corps et puis dans un deuxième temps leur tête pour comprendre le pourquoi du comment et qui ont fabuleusement rebondi. Alors parfois en changeant de cap, parfois pas spécialement, en reprenant leur vie comme elle était, mais avec une autre façon de la regarder et avec des pauses régulières sur le côté. Donc voilà, je n'ai pas une personnalité comme ça qui a réussi publiquement où on me l'a dit, mais je veux dire, je pense que le burn-out touche énormément de monde et qu'il y a plein de gens qui s'en sortent et très positivement. Et je considère que moi, dans ce cas-là aussi, en fait, regardez où j'en suis 15 ans après, je soigne les gens qui en souffrent et je pense dans une méthode qui fonctionne, quoi. Je vous suis assez bien. Est-ce qu'il y a un profil de personne plus appétant au surmenage ou au burn-out ou autre forme de fatigue extrême qu'une autre? Alors la question est très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui fonctionnent sur le burn-out. Donc déjà, le burn-out, enfin, ou l'épuisement d'ailleurs, quel que soit le stade, peut toucher tout le monde. C'est très important. Il y avait avant cette notion de faiblesse psychologique, ceux qui craquent, c'est ceux qui n'ont pas de volonté. C'est complètement faux à partir du moment où on comprend que ça n'a rien à voir avec la volonté. C'est, je veux dire, le corps qui lâche. Après, oui, il y a des personnalités, alors je suis désolée, je réutilise ce terme, mais je trouve qu'il est tellement parlant, c'est bulldozer. Souvent, en fait, les gens qui vont tomber le plus loin en burn-out sont en fait des gens qui, justement, d'apparence, sont des personnalités très actives, très réactives, des managers qui gèrent 36 000 trucs, plus leur vie de famille, et où on se dit d'ailleurs quand ils s'écroulent, ben non, pas eux, parce que justement, ces gens-là ont cette capacité en fait à regarder devant et en étant pris dans tout la mouvance de ce qu'ils font. Quand ils ont les premiers symptômes, ils les voient pas, ou ils se disent ok, on verra plus tard, ça va passer, c'est fameux. Et donc ils ont cette espèce de seuil de tolérance qui s'est modifié à coup d'objectifs. Et du coup, ils tolèrent des symptômes où d'autres s'écrouleraient déjà. Donc voilà, donc c'est pas du tout des personnalités faibles. Au contraire, c'est en général en fait mais des gens qui gèrent beaucoup de choses. Après, c'est vrai que ça, c'est ma deuxième spécialité. Moi, j'ai fait le lien avec les fonctionnements hyper, c'est-à-dire donc des fonctionnements haut potentiel et hypersensibles, qui ne sont de nouveau pas des traits de personnalité, c'est très important. Donc moi, toute ma conception, c'est de dire que c'est des fonctionnements cérébraux atypiques avec des zones qui tournent plus vite et plus fort. Or, un cerveau qui tourne plus vite et plus fort, ben, il a besoin de plus de carburant, il a besoin d'un moteur spécifique aussi qu'est le système nerveux. Et ce type de personnalité, très alerte, très réactive, sont aussi en fait des candidats types à l'épuisement parce que cette réactivité bouffe beaucoup de carburant. Il y a tout le temps ce moteur qui tourne et donc à un moment donné, en fait, il s'épuise.
Si on fait une petite parenthèse, est-ce qu'on peut définir un peu ce que c'est qu'une personne hypersensible, haut potentiel? Enfin, il y a plein de termes, en fait, le ZER, le haut potentiel, l'hyperdoué, et il y a des overlaps sur chacune des catégories, notamment l'hypersensibilité. Comment est-ce qu'on peut définir l'hyper pour les nuls, en fait, ou pour un enfant de Voilà, 6 ans? alors très très facilement. Donc déjà, c'est vrai que moi, je sors des étiquettes et même si j'en ai mis une parce que j'avais pas le choix, il y a 36 000 termes qui fait qu'on s'en perd. Le haut potentiel ou l'hypersensibilité, moi, je les résume par le terme hyper, pas du tout dans un but de supériorité, loin de là, parce que donc c'est un fonctionnement cérébral neuroatypique, ce qui veut dire qu'il y a un réseau neuronal plus actif et plus réactif, c'est ce que j'ai appelé hyper-réseau neuronal. Alors, quand c'est dans le côté gauche du cerveau, donc qui gère tout ce qui est raisonnement logique, on va parler de haut potentiel, c'est-à-dire que c'est un cerveau qui va en fait traiter plus rapidement tout ce qui est information de nature. Alors, dite intellectuelle, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est parce que c'est des fonctions cognitives qui s'appellent intellectuelles, mais c'est en fait des fonctions de raisonnement, on va dire. Donc, c'est des gens qui vont raisonner plus vite, faire des liens plus vite, conceptualiser plus vite. Quand il y a un hyper réseau neuronal à droite, on va parler en fait d'hypersensibilité. Alors moi, j'utilise très peu ce terme à part sur les ondes, mais en fait, c'est une hyperréactivité droite. On va appeler ça dans des zones qui sont émotionnelles et d'office aussi sensorielles. Ça veut dire que le cerveau va capter plus vite tout ce qui est information émotionnelle et sensorielle. Donc au niveau positif, ça va donner des gens qui vont très vite décoder les ambiances, le non-verbal, etc., mais qui vont aussi avoir des sens exacerbés, donc le visuel, l'audition. Ça, c'est la définition de base. La deuxième grande définition que je donne dans ma conception, c'est qu'il y a toujours évidemment un revers à la médaille, c'est qu'un cerveau qui capte plus, quel que soit le côté, et on peut être les deux à la fois, on peut être haut potentiel et hypersensible, avec une dominance, il y a des degrés variés et divers. Une fois qu'on capte plus, je veux dire, on a plus de risques à un moment donné d'être débordé dans la gestion. Et c'est ce qui donne ce que j'appelle les débordements. Pour le haut potentiel, c'est des pertes de fil rouge, c'est en fait des ruminations, je caricature un peu, mais c'est pour faire comprendre. Et pour l'hypersensibilité, ce sera des vagues émotionnelles ou des hyperesthésies, c'est des sens qui saturent, on ne supporte plus rien. Le dernier grand point de cette définition qui est important à comprendre, c'est celui que j'évoquais, c'est qu'un cerveau qui tourne plus, il a besoin d'un moteur suractivé, c'est le système nerveux, donc il y a des dérèglements nerveux structurels, et il va consommer plus de carburant, donc il y a des carences aussi structurelles qui font que ce sont des candidats types à toutes sortes de problématiques, troubles du sommeil, kilos émotionnels, compulsions sucrées et bien sûr épuisement. Il y a quelqu'un en Belgique qui s'appelle Thomas Dansembourg, qui est un expert de la communication non violente, et il a écrit un livre best-seller qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Selon vous, que se passe-t-il quand on est trop gentil ou en posture de sauveur? Est-ce qu'on est fatigant pour soi-même ou pour l'autre? Tout dépend de ce que c'est, ce qu'on appelle d'être trop gentil. Les hypersensibles, par exemple, dans ces particularités cérébrales, ont aussi des neurones spécifiques qui sont les neurones miroirs, qui tournent plus vite et plus fort et qui donnent cette capacité d'empathie. Donc, on ne peut pas s'empêcher d'être empathique puisque ça fait partie de notre fonctionnement cérébral. Après, je considère que quel que soit en fait le degré de gentillesse, l'important c'est toujours d'être connecté à ses besoins, c'est-à-dire de pouvoir regarder sur le côté et d'être sûr que quand on regarde sur le côté, on regarde d'abord chez nous, même si après en fait on va regarder les besoins des autres. Donc c'est vrai que cette notion en fait de gentillesse, qui pour moi c'était le précurseur à ce niveau-là, est importante, surtout qu'il ajoute et soyez vrai. Pour moi, si on doit le traduire en neuropsy, puisque c'est ma spécialité, c'est de dire ok, on peut être porté par son empathie. Et je veux dire, moi, j'ai une petite sauveuse entre guillemets, donc je suis très régulièrement et je suis hyper en plus aussi donc sollicitée dans mon empathie, mais je suis toujours connectée d'abord en priorité à mes besoins. Et ça s'apprend. Moi, je reprogramme en fait chez mes patients cette capacité à regarder sur le côté. Et même si on est touché par quelque chose, parce que c'est notre ami, parce que voilà, c'est toujours de dire, OK, là, tout de suite, sur le moment, est-ce que j'ai besoin, en fait, d'aller vers la personne ou est-ce que moi, je suis fatiguée là tout de suite et que je n'en peux plus et que je veux dire après, je vais le payer parce que je vais déborder. Donc, le cesser d'être gentil, soyez vrai. Parfois, on ne peut pas cesser d'être gentil, ça fait aussi notre charme, mais c'est toujours, en fait, de bien rester centré sur ses besoins. Et si on a l'énergie nécessaire, de pouvoir alors, en fait, la donner aux autres. Mais beaucoup de gens très empathiques ont en fait un automatisme qui fait qu'ils ne regardent même pas chez eux, ils vont d'abord regarder chez les autres, et puis quand vraiment ils ont un peu de temps, ils vont commencer à regarder chez eux. Et c'est comme ça qu'en fait on s'épuise à force. Je fais des formations pour les professionnels. Le premier module, c'est ça. C'est en fait de dire, OK, surtout si en plus vous êtes hypersensible et hyper empathique, voilà, OK, je leur donne les clés pour accompagner ce type de personnalité, mais faites attention aussi à vous.
et à vos ressources, parce que votre empathie peut vous porter en fait à raisonner plus fort. Quelque part, vous bouffez quand même de l'énergie sans que vous en rendiez compte et vous allez le payer après. Pierre est indompté et l'esprit de l'homme, c'est Lao Tse qui dit ça. Il ajoute, le temps d'incliner la tête et de la relever, il est allé au fond des 4 océans et en est revenu. Quand notre esprit est agité, je crois qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour, et que nous avons du mal à nous concentrer, que faire? Comment installer progressivement des habitudes relaxantes et de bien-être au quotidien? Est-ce que, par exemple, la respiration, la méditation, la prière peuvent avoir des bénéfices? Alors, il y a deux choses sur lesquelles je répondis dans ce que vous dites. Déjà, la citation est juste magnifique. Alors, moi, je la traduis toujours à mes patients ou aux gens avec qui je discute avant d'aller mieux. Il faut d'abord accepter d'aller mal. Je pense que quand on sent au quotidien qu'on a ces fameux symptômes, peut-être qu'à un moment donné, on peut les lister parce qu'ils sont assez... c'est de pouvoir regarder sur le côté et en effet, pouvoir avoir une boîte à outils pour, en fonction de ses besoins, et ça, c'est très important, y répondre sur le moment. Il y a plein de fabuleuses techniques pour le moment. Le problème, c'est que chacun a en fait une physiologie particulière et va accrocher à une technique et pas à une autre. Donc c'est vrai que moi je suis contre ces il faut, parce qu'on en revient à ce mode bulldozer, faire absolument du yoga ou je veux dire de la méditation, même si je trouve que c'est des techniques terribles, ou même la cohérence cardiaque, absolument. Il faut savoir pourquoi on le fait. OK? Et qu'est-ce que ça va nous apporter? Et vraiment, est-ce que ça nous apporte là tout de suite maintenant? Moi, j'ai des gens en consultation qui sont extrêmement culpabilisés, et je fais partie d'ailleurs à titre privé aussi, parce que je trouve que le yoga, par exemple, est une technique fabuleuse, ou la méditation, mais moi, c'est pas du tout adéquat à mon fonctionnement nerveux. Parce que pour pouvoir faire ça, il faut lâcher prise, et je veux dire avoir sous-entendu une récupération qui se met très vite en place. Moi, j'ai déjà essayé 36 000 fois de faire la méditation, je n'y arrive pas parce que je suis une pile électrique et que c'est impossible. Donc, il y a des petites choses qui sont plus ou moins bonnes pour tout le monde, on va dire ça comme ça, mais il faut l'essayer et si ça ne nous convient pas, ne pas vouloir absolument aller dedans parce qu'on crée des réactions de stress et donc des mécanismes d'adaptation qui peuvent faire plus de mal que de bien. Après, si vous voulez une boîte à outils, on va dire, quand on part en vrille de base, c'est celle que j'explique dans mes livres. Là, il y a un premier outil que je pense que tout le monde doit connaître, qui est tout bête, mais qui est extrêmement simple, c'est dès qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas. Et on s'en fout de quoi? Est-ce que c'est une pensée qui tourne? Est-ce que c'est une sensation? Voilà. Il faut savoir qu'il y a plus ou moins 20% du ressenti qui est exacerbé à cause de ces réactions de stress. Le cerveau s'alerte et va en fait provoquer cette espèce de réaction nerveuse et hormonale. Donc, il faut avoir un outil mécanique qui est un espèce d'outil très rapide de base pour couper cette réaction de stress. Ça, par exemple, savoir que la réaction de stress se fait à droite au niveau du cerveau, la zone limbique. Donc, les deux hémisphères ne peuvent pas être activés en même temps. Donc, dès qu'on a quelque chose qui va pas et qu'on le ressent, il faut impérativement obliger son cerveau gauche à prendre le dessus pour diminuer au moins de 20% le ressenti. Alors, 20%, c'est pas énorme, mais je vous avoue, ça, je vous assure que ça permet de reprendre le dessus. Par exemple, faire des soustractions. Dès qu'on fait des soustractions avec des chiffres, on manipule des chiffres, on exacerbe de manière spécifique et dominante le cerveau gauche. Et donc, c'est des vases communicants, ça va diminuer l'alarme. Donc, les soustractions, au plus on est mal, au plus on complique. Moi, j'aime bien les 4000 moins 17 ou les 4000 moins 19. Le chiffre qu'on obtient, on refait moins 17 ou moins 19. On fait 2-3 fois. Je vous assure que ça va diminuer plus ou moins déjà 20% le ressenti. Ça coupe la tête. Ça ne tient pas, mais je veux dire, ça permet de reprendre le dessus. Après, dans tout ce qui est anxiété, il vous est dit qu'il y avait un emballement nerveux. Donc, c'est vrai qu'avoir en fait une technique qui permet de réguler en fait rapidement et efficacement cet emballement nerveux, ça peut être très utile. C'est vrai que moi je suis une grande fan de la cohérence cardiaque à ce niveau-là, je trouve que c'est un outil très pratique, c'est 3 minutes, il y a des applications, mais là de nouveau, il faut pas le faire n'importe comment. La cohérence cardiaque, pourquoi? C'est que la respiration est liée au système nerveux de manière extrêmement simple. Dès qu'on inspire, on accélère, dès qu'on expire, on freine. Quand on a de l'anxiété, c'est que l'accélérateur s'emballe, donc il faut activer le frein. Et surtout pas faire ce qu'on fait d'habitude, instinctivement, c'est qu'on prend une grande inspiration et je veux dire, on souffle en un coup. Quand vous avez un symptôme d'anxiété, si vous prenez une grande inspiration, vous accélérez encore plus et vous augmentez vos symptômes. Donc, quelqu'un qui est stressé dans une situation qui peut se poser et qui veut calmer, en fait, des emballements nerveux, toute petite inspiration et longue expiration pour activer, en fait, le frein. Et dans la cohérence cardiaque, pour être sûr d'avoir une bonne application, parce que c'est aussi la mode, il faut une application où vous pouvez paramétrer l'inspiration et l'expiration et vous allez toujours prendre en fait le rythme 4 inspirations, 6 expirations, c'est-à-dire
petite inspiration, longue expiration. Ça, c'est aussi, vous le faites pendant 3 minutes. Ça a plein d'effets, en fait, non seulement pour calmer l'anxiété, de manière curative, mais aussi préventive. L'effet tient 4 à 6 heures. Et ça a plein d'autres effets au niveau du système immunitaire, au niveau de la production d'hormones relaxantes, etc. Donc ça, c'est aussi une deuxième technique que je trouve, quitte à avoir une boîte à outils pour regarder sur le côté, c'est super. Après, il y a l'activité physique. C'est vrai que souvent, pour couper la tête, il faut passer par le corps. Après, j'ai des gens qui sont épuisés et qui veulent s'obliger à faire du jogging 2 fois par jour. Il faut aussi se dire que quand on est épuisé, on n'a plus de résistance. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de faire du sport d'endurance. Il vaut mieux aller marcher pendant une demi-heure, calmement, pour quand même être en mouvement, en fait, et activer le sens proprioceptif qui va aussi, en fait, calmer l'anxiété, mais pas spécialement dans des endurances, parce que vous allez après le payer, parce que ça vous prend de nouveau des ressources d'être dans l'endurance, et si vous n'en avez déjà plus, vous avez un effet rebond, en fait, d'anxiété. Donc, c'est vraiment faire une activité physique, mais sortir de nouveau de ces il faut, je dois, avec un objectif où on doit souffrir. Parfois, en fait, une activité plus douce, comme aller s'aérer, marcher, est tout aussi efficace. On est en mouvement, mais on ne va pas dans l'endurance. Vous rencontrez un petit garçon qui a 10 ans, plutôt haut potentiel, et il Ouais. vous dit Cathy, vous n'avez rien compris, mon papa, il est hyper fatigué, mais il n'est pas neuroatypique, il dépasse jamais ses limites nerveuses. En revanche, il a un microbiote déréglé et avec des conséquences cognitives et une dérégulation de la sérotonine et de la dopamine. Et en plus, il fait de l'apnée du sommeil, qui est la forme de fatigue chez l'adulte la plus élevée. Et il vous dit, Cathy, qu'est-ce que je peux dire à mon papa pour le rassurer? Quel mot aimant? Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, c'est déjà un petit garçon qui s'y connaît vachement Oui, bien. oui, il est Donc, HPI. voilà, oui, c'est ça. Donc, moi, je lui dis, écoute, offre à ton papa mon livre, je suis épuisée, c'est pas pour faire la pub, mais je veux dire, je l'ai fait justement pour donner Ouais. une explication. Après, le microbiote est évidemment un élément hyper important que je détaille aussi. Dès qu'on a ce système nerveux qui s'emballe, on produit en fait, puisque vous parlez lui il parle d'hormones, je vais lui parler aussi, une hormone qui s'appelle en fait le cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone par excellence en fait de l'énergie, de nos ressources. C'est une hormone stimulante. Et quand on va trop loin dans sa résistance, on va dire, on en produit encore plus, ou quand on est en stress, on en produit encore plus. Okay, dès qu'on produit trop de cortisol, on a plein d'effets en fait rebonds dans le corps, dont entre autres un effet au niveau du microbiote. Alors le microbiote, c'est notre barrière immunitaire, c'est le deuxième cerveau, c'est pas pour rien, mais c'est aussi en fait un endroit où il y a des hormones très importantes qui sont produites. La sérotonine, par exemple, ça c'est un de mes gros dadas, qui est l'hormone du bonheur, comme on l'appelle, c'est l'hormone du calme et du bien-être. Elle gère l'anxiété, elle gère les émotions, elle gère aussi la glycémie. Donc quand on en a trop peu, on a des compulsions sucrées. Elle est précurseuse en fait de la mélatonine. Donc quand on en a trop peu, on a des troubles du sommeil. Donc ce petit garçon, je dirais ton papa, directement comme ça, pour moi, il y a peut-être en fait un emballement du cortisol, et ça, il sait pas le savoir, parce que le petit garçon me disait, oui, je sais que mon papa ne met pas cette limite nerveuse, on n'en sait rien, on ne le sent pas. Mais je lui dirais, voilà, pour moi, pour ton papa, j'irais faire un petit dosage en fait salivaire de cortisol pour voir en fait s'il est trop ou s'il est déjà trop faible, ce qui veut dire qu'en fait, il y a déjà des ressources qui sont très loin. Et j'irais en fait regarder cette sérotonine qui peut donner chez ton papa une irritabilité, un agacement, des troubles du sommeil, des compulsions sucrées. Voilà. Et alors après, une fois qu'on identifie les dérèglements, on peut les réguler. Je dirais aussi au petit garçon, conseille à ton papa de faire de la cohérence cardiaque, parce que s'il y a un outil qui agit et sur le cortisol pour le réguler et sur la sérotonine, c'est aussi la cohérence cardiaque. Après, je lui donnerai une petite trousse de base de compléments alimentaires. Parce que, par exemple, le magnésium, c'est le ciment du système nerveux. Donc, dès que le système nerveux est déréglé, et attention, le magnésium, on ne sent pas les effets directement. On pense toujours que dès qu'on en prend, non, mais on donne du ciment. Donc, dans le doute, je donnerais une grosse dose à ton papa de magnésium. Je lui donnerais éventuellement, en fait, des plantes adaptogènes, en tout cas à discuter avec son pharmacien ou avec avis professionnel, qui sont des régulateurs naturels, en fait, de ces emballements nerveux. Et éventuellement, je lui donnerais du safran, qui est un booster de sérotonine, s'il a beaucoup de crises d'anxiété et d'irritabilité après 16 heures et des gros troubles du sommeil. En tout cas, je lui dirais, méfie-toi, en fait, des je sais, parce que, je veux dire, c'est souvent en pensant je sais, je vais y arriver, la volonté, et les gens qui ont beaucoup de volonté ont l'impression de savoir, mais en fait, leur corps, il lâche.
Et donc, pour moi, dès qu'il y a des symptômes qui se cumulent comme ça, il faut aller en fait déjà voir son médecin pour voir si c'est pas déjà des signes annonciateurs d'épuisement. Et j'essayerais, oui, sur le côté de faire des petites choses comme ça, et je me dirais pendant 3 à 4 semaines, essaye ça. Et si ça ne suffit pas, va voir ton médecin. De manière générale, si vous deviez donner 5 conseils pour prévenir la grosse fatigue, qu'est-ce que vous diriez? Alors, c'est d'être conscient des symptômes d'alerte. Alors, c'est un gros conseil, mais je veux dire, peut-être qu'on peut citer les principaux, peut-être que c'est ceux-là qu'il faut, Ouais. avant qu'il ne soit trop tard. Il y a une magnifique phrase, je ne me reviens plus dessus, qui est écoute les chuchotements de ton corps avant qu'il crie. Enfin, c'est pas ça, je veux dire, la belle phrase officielle, mais c'est ça, en fait, l'idée. Il faut être très alerte en préventif sur des symptômes, en fait, de fatigue. Donc, ces symptômes, c'est quoi dans les premiers stades? C'est donc un emballement nerveux qui fait qu'on est une espèce de pile électrique et que même si on commence à être fatigué, on n'arrive pas en fait à se poser. Être dans un canapé, on va se relever toutes les 3 secondes pour faire quelque chose de très important, mais je veux dire, voilà, on peut prendre un bain, au bout d'une minute, on sort parce que ça nous énerve, sauf si on fait un autre truc, mais voilà, ça c'est le premier symptôme. Deuxièmement, c'est les ruminations, c'est ce cerveau qui tourne tout le temps, surtout quand on va par exemple se coucher, et qu'on n'arrive pas à éteindre. Troisième symptôme, c'est tous les symptômes d'emballement nerveux, comme je vous ai parlé, liés à l'anxiété, palpitations, oppression, petit vertige où on ne tombe pas, mais où je veux dire régulièrement. Ensuite, quatrième symptôme, c'est tout ce qui est problème de sommeil, soit difficulté d'endormissement, parce que ce cerveau ne se coupe pas, le système nerveux est très emballé et donc il ne se coupe pas pour que la récupération se mette en place. Éventuellement, réveil. Alors, les réveils nocturnes, moi je dis toujours, il faut regarder l'heure. Si on se réveille vers 4-5 heures du mat', c'est qu'on est dans les premiers stades, en fait, stress chronique, je veux dire, c'est nerveux. Si on est déjà avec des réveils vers 1 ou 2 heures du mat', c'est qu'il y a déjà derrière des gros dérèglements hormonaux, par exemple, au niveau des hormones du sommeil. Donc ça, pour moi, c'est la première chose, c'est les symptômes d'emballement nerveux. À côté de ceux-là, il y a les symptômes, en fait, sérotonine, qui sont irritabilité, agacement après 16 heures, ou même si on se dit qu'il ne faut pas, on n'arrive pas à maîtriser, ça sort. Ces compulsions sucrées, on voit vraiment qu'il y a une augmentation en fait dans la consommation de sucre ou l'alcool ou les cigarettes, ça contient aussi du sucre. Mais je veux dire en deuxième partie de journée, et si on n'a pas ça, en fait, on a vraiment des vertiges glycémiques. Et alors en fait des sommeils avec des réveils en fait réguliers. Ça pour moi, c'est les 2 gros dérèglements de base au niveau de l'épuisement et on les voit assez vite. Donc, je veux dire, c'est d'être alerte, de pas paniquer, de se dire quand pendant, on va dire 2-3 semaines, on commence à avoir ces symptômes qui s'accumulent, d'aller en fait voir un médecin parce que c'est peut-être des signes d'épuisement que par la volonté on se cache, mais qui commencent en fait à lâcher et qu'il faut prendre en charge avant que ce soit trop tard. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est de dire, OK, on est dans un monde avec beaucoup d'il faut, on est aussi passionné et je veux dire intéressé, il y a plein de possibilités en fait pour stimuler cet intérêt, mais ne pas oublier régulièrement d'avoir des pauses de récupération. Sur une journée, il y a des phases où on a du cortisol en suffisance pour pouvoir faire des efforts physiques, concentration ou se mettre dans plein de développements divers et variés, mais il y a des phases aussi sur la journée qui sont faites pour récupérer. Les phases pour récupérer, c'est par exemple entre 13 et 16 heures. C'est vrai que tout le monde au quotidien, quand on est comme ça, en tout cas dans des vies prenantes, aurait besoin de faire au moins une micro-pause entre 13 et 16 heures parce que toutes les hormones sont faites pour récupérer. Faut pas spécialement faire des gros trucs, hein. Alors si on a l'occasion, une sieste, mais au moins se mettre une demi-heure allongé, je veux dire, où on peut, plutôt que de continuer à manger son sandwich en continuant à bosser parce qu'on se dit que c'est important d'avoir des pauses de récupération, ça permet vraiment de mieux fonctionner après. Il faut parfois s'arrêter un petit peu pour mieux se relancer. Entre 16 et 20, c'est de nouveau une phase active si on a eu une pause entre les deux. Donc là, quand on a vraiment des périodes où on doit vraiment donner à fond, c'est de s'obliger à avoir une structure horaire très précise. Donc, de 8 à 13, phase active, on a tout ce qu'il faut au niveau hormonal et nerveux pour le faire. De 16 à 20 aussi. Entre 13 et 16, c'est une phase de récupération. C'est pour ça qu'on fait faire des siestes au bébé, de pouvoir en fait faire une pause là, surtout si on en a besoin et qu'on commence à être fatigué. Et après 20 heures, c'est aussi normalement une phase de récupération. Donc, quand on commence à avoir des petits symptômes et être fatigué, même s'il faudrait qu'au niveau social, on fasse plein de choses, faire une pause, et je veux dire, en profiter pour faire une soirée calme, en fait, voilà. Donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est la gestion des horaires et de tout ce rythme biologique, en fait, et hormonal qui soutient notre activité, notre récupération. Troisième conseil, c'est d'avoir une boîte à outils, comme je l'ai dit, avec des outils mécaniques, des outils de récupération qui correspondent à votre fonctionnement et à vos intérêts et à vos besoins.
Moi, j'ai toujours pour couper la tête, il faut passer par le corps. Donc, j'ai parlé de l'activité physique, mais aussi une activité créative qui ne doit pas être spécialement des activités avec des objectifs artistiques énormes, mais qui vous coupent la tête. Moi, j'ai des gens à qui je redonne envie de faire du coloriage. Moi, je fais du pouring, de la peinture. Ça prend 20 minutes. Je veux dire, je m'éclate et je me coupe la tête pendant ce moment-là. Même une sieste peut être une façon de se couper la tête, mais c'est donc d'avoir des petites pause sur la journée et parfois il faut même les noter dans son agenda pour être sûr de, je veux dire, les avoir avec des alarmes pour pouvoir récupérer. Parce que si on ne récupère pas par petites doses, à un moment donné, on est obligé de récupérer de manière beaucoup plus importante parce que l'épuisement est là. C'est l'art de la sieste dont vous parlez. Ah, ça, c'est, voilà, c'est mon gros cheval de bataille, la sieste. C'est très important parce qu'il y a plein de types de siestes. On va en parler aussi, mais c'est vrai que c'est très, très important. Il y a des micro-siestes. En fait, si vous faites une micro-sieste 15 à 20 minutes, on va dire. Moi, ça m'arrive très souvent. Je mets une alarme, ça, c'est très important. Et, je me laisse, je veux dire, faire ce que je veux pendant 15 minutes, les yeux fermés. Ça, c'est une pause de relaxation. D'accord? On n'active pas les hormones qui nous permettent vraiment d'avoir du sommeil, mais ça peut être un petit coup de tête efficace sur une journée, maximum 15 minutes. Si vous faites une sieste plus longue, c'est-à-dire entre 15 et 30 minutes, vous allez être dans le préconscient. Vous allez commencer à activer, en fait, dès qu'on ferme les yeux plus de 15 minutes, la mélatonine se met en place. Donc, on va commencer à activer une phase de sommeil un petit peu plus récupératrice et profonde. Mais si vous mettez, par exemple, votre réveil sur, on va dire, 30 minutes, vous n'allez pas avoir vraiment des phases de sommeil profond, mais on est déjà dans une récupération un peu plus intense pour pas juste couper la tête, avoir déjà une relaxation. Et si vous faites 45 minutes à 1h30, en fait, grand maximum, on ne peut pas dormir en journée plus d'1h30, c'est important. Là, vous avez en fait vraiment tout un cycle de sommeil qui vous permet d'avoir une phase de sommeil profond et donc une récupération profonde. Il y a des gens qui ne savent pas dormir en journée, donc ça sert à rien de vous dire il faut que, si vous n'y arrivez pas, mais pensez à leur micro-sieste. Et je veux dire, attention, toujours minuter, parce qu'en journée, si vous dormez plus d'un cycle, donc c'est-à-dire 45 minutes avec l'endormissement, moi je dis toujours mettez 1h30 si vous avez le temps. Si vous dormez plus d'un cycle, vous allez en fait complètement dérégler votre système nerveux et ne plus savoir dormir le soir, ou alors avoir la tête complètement haute quand vous vous réveillez, et ne plus du tout être efficace. Mais ça, l'art de la sieste, ou on va dire de la récupération, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important dans notre société d'aujourd'hui et ça ne nécessite pas de mettre en place des trucs hallucinants au niveau des techniques, quoi. Et la cohérence cardiaque, 3 minutes si on ne sait faire aucune de ces options-là. Et alors, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être certain de tout rater, en fait, de basculer dans la fatigue, l'épuisement, le burn-out? Ne pas écouter son corps et ne fonctionner que sur la tête. Vous le disiez en introduction et je trouvais ça extrêmement juste. Moi, c'est vrai que je suis une grande défenseuse de l'approche globale. C'est-à-dire, pour moi, il faut arrêter de ne traiter que la tête. Et pour le moment, on est quand même dans un excès où on est extrêmement sur la prise en charge de la tête. Je suis psychologue aussi, indépendamment de la neuropsy. Donc, je veux dire, la tête est importante. Mais je veux dire, il faut pas non plus aller à l'excès là-dedans. Il y a d'autres courants, heureusement maintenant, où on parle beaucoup du corps. Mais je veux dire, les deux ont des échanges continus. Et je veux dire, il faut traiter ou en tout cas se prendre en charge de manière globale, avec, je veux dire, des choses pour la tête, des choses pour le corps et de manière équilibrée. Et je pense que c'est ça, être bien avec soi-même, puisqu'on parlait aussi du bien-être, c'est d'avoir en fait conscience qu'on est les deux et que donc quand on met quelque chose en place pour son bien-être, il faut en fait avoir un équilibre entre ces deux aspects et ne pas surinvestir la tête, l'analyse, la réflexion, la verbalisation. Il en faut, mais pas, je veux dire, à l'excès. Et de même, ne pas surinvestir le corps non plus en ne voyant que le côté médical, le sport, etc. Il n'y a rien qui fonctionne quand on ne prend que d'un des aspects. On est un corps, une tête, on est des êtres humains et il faut prendre les deux, plus le microbiote au milieu. Je veux dire, il faut prendre le tout en charge dans une manière globale et individualisée parce qu'il y a des choses qui vont fonctionner chez certains et d'autres qui ne vont pas fonctionner chez ces mêmes personnes. Donc, il faut aussi être conscient de ses besoins personnels. Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un thé vert? Ouf! Déjà avec moi-même, je pense, parce que quand on parle des pauses, plein de gens, en fait. Ça peut être quelqu'un d'un autre temps. Là, vous me posez une colle, je dirais comme ça spontanément, si on doit être tout à fait. Je prendrais quelqu'un dans la musique.
que je rêverais qu'il n'ait pas, enfin, qui ne sont pas des gens que je rencontre souvent. Voilà, je rêverais de rencontrer si jamais un jour il m'entend. Christophe Williams, par exemple, je trouve que c'est une personnalité tout à fait intéressante. Ou Julien Doré aussi, qui je trouve est passionnant au niveau de l'hypersensibilité, du bien-être et de la connexion à soi. Comme ça, tout de suite, c'est les deux qui me viennent. Après, j'ai plein de gens avec qui je devrais prendre des cafés, en fait, parce qu'on a plein de choses à se raconter, mais je gère beaucoup mes priorités aussi, donc c'est vrai que je limite les cafés, en fait. Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie? À qui avez-vous envie de dire merci? Je me faisais encore la réflexion hier. Moi, je dirais merci à l'univers de manière générale. Je suis extrêmement scientifique, mais extrêmement ouverte aussi. J'ai énormément de chance dans ma vie parce que j'ai toujours des rencontres comme ça au bon moment qui me donnent des déclics qui soient positifs ou de retrait. Je dirais merci parce que je suis extrêmement bien entourée. Et j'ai, je ne sais pas, l'univers qui fait que quand j'ai un besoin, en fait, que ce soit de prendre conscience de quelque chose ou que ce soit en fait d'être aidé, j'ai toujours en fait tout qui se présente. Donc je dirais merci de manière générale à l'univers. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien? Ce n'est de nouveau aucun but commercial, hein, mais dans mon livre Je suis épuisée, j'ai fait en fait des fiches avec des signaux et je veux dire qu'on peut cocher. En général, c'est un déclic énorme parce que la plupart des gens qui le cochent me disent en fait j'ai déjà presque tous les symptômes. Je pars toujours du principe qu'il faut pas paniquer pour ça en fait, mais voilà, faut avouer est à moitié pardonné ou en tout cas quand on prend conscience des choses, c'est déjà 50% du boulot. Moi, je ferais voilà, si on s'interroge sur le bien-être, cet aspect épuisement, on ne peut plus l'ignorer parce que on a vécu 2 ans de Covid, on a vécu après, je veux dire, tous les événements actuels. On est tous en suradaptation. C'est maintenant qu'on le paye physiquement, même si notre tête continue à fonctionner. Et je pense qu'il faut à un moment donné faire un petit point, se poser. On en revient regarder sur le côté et peut-être regarder les symptômes et se dire, OK, tant que je gère, ben, tant mieux. Mais alors en préventif, j'agis. Et pour moi, ça c'est la première chose à faire, c'est de vraiment de faire bêtement un petit checklist en fait des symptômes clés et alors éventuellement de déjà mettre en place des petites choses et pas tout de suite des gros trucs, mais par exemple par rapport aux compléments alimentaires ou par rapport à l'assiette aussi parce qu'on peut travailler avec l'assiette, par rapport à ses pauses régulières, voilà. Mais c'est de faire une petite pause, prise de conscience où je regarde en fait la situation telle qu'elle est là maintenant et je mets en place du gris pour pas tout de suite se mettre la pression avec des énormes choses par petits pas. Mais petits pas plus petits pas, ça fait gros pas. Voilà, votre livre qui, je le rappelle, s'appelle Je suis épuisé, qui donne des clés pour reprendre le contrôle sur l'anxiété, le surmenage, le burn-out. Le Dalai Lama dit le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Pour vous, que signifie être l'héroïne ou le héros de sa propre vie? Eh bien, c'est se sentir centré, c'est-à-dire à sa place. Ça, c'est aussi autre chose. Je veux dire, à force de toujours regarder devant ou d'être influencé par les autres, parfois on prend des chemins en fait qui sont pas confortables et où on y va quand même et on sent que, je veux dire, notre corps réagit, notre tête aussi. Pour moi, être le héros de sa propre vie, c'est faire des choses comme elles doivent se faire en saisissant les opportunités quand elles se présentent, en étant toujours bien connecté à est-ce que ça me convient, est-ce que c'est juste et de faire tout ce qu'il faut en fait au présent sans toujours en fait se mettre 36 000 objectifs. Donc je pense que être le héros de de sa propre vie, c'est accepter qu'il y a des moments qui vont pas, accepter qu'on a des baisses de morale ou d'énergie, mais de toujours se dire ok, c'est pas grave, c'est aussi un signe. Et là, je parle de signe physiologique. Et de pouvoir alors réagir au présent en regardant sur le côté et en regardant ce qu'il y a sur le côté. Parce que parfois, il y a des opportunités, parfois, il y a des gens, parfois, il y a des aides. Et si on sent que ça ne nous convient pas, ne pas aller non plus vers des choses ou des gens qui nous apportent pas, en fait, du bien-être. Donc, c'est d'être centré, si on veut résumer. Merci beaucoup. Dernière question. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme? Oh, c'est une dernière question, qui est une belle question. Mais alors après, l'âme, c'est un grand sujet, parce qu'on n'arrive pas justement scientifiquement à évoquer, il paraît qu'elle fait 18 grammes. La force d'âme, c'est de nouveau quand on est centré dans ses forces et ses faiblesses, je pense que ça se sent et ça donne en fait un ancrage, y compris pour l'extérieur, pour soi-même, mais aussi pour l'extérieur. Et donc la force d'âme, pour moi, c'est d'être connecté à ses besoins,
qui sont différents pour tout le monde. Et du coup, en fait, d'être juste, je reviens à la même chose, mais et ça se sent, c'est-à-dire qu'on dégage en fait de l'énergie. Et je veux dire, c'est une énergie qui est véridique et qui n'est pas en fait simulée. C'est ça la force d'âme, c'est de vraiment être connecté à ses besoins du moment. Parfois, il faut regarder sur le côté parce qu'on échoue, parce que plein de choses, mais c'est toujours cette capacité de se dire, ok, je suis positive. Je pense que la force d'âme, c'est aussi être positive et se dire que c'est pour ça qu'il faut être bisounours et je veux dire voilà, mais se dire que c'est pas grave, il y a des échecs. Et ben, je veux dire, on sait qu'on n'a pas été vers ses besoins et qu'est-ce qu'on a besoin là tout de suite dans la situation telle qu'elle est et on rebondit en fait et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Super, avec plaisir. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.